Le McDester, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Ecométrique, qui mesure les polluants dans l'eau, poursuit son développement. La différence qu'on a avec un labo d'analyse, c'est que derrière, on interprète toutes les données par rapport au territoire. La French Tech Limousin, de retour du CES de Las Vegas. Et Biopitos, qui réalise des contenants céramiques, se développe à l'international. Le McDester, c'est parti. Il y a un peu plus de 2 ans, Ecométrique entrait à l'incubateur d'entreprise. Aujourd'hui, la société est entrée dans sa phase de développement, toujours en lien avec la recherche publique dont elle est issue. L'incubateur Avrul de l'université, c'est lui qui vient aussi chercher des projets et essayer de monter des projets en fait avec le savoir-faire universitaire. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour nous. On a rencontré les gens de l'Avrul qui nous ont dit regardez, vous avez quand même un savoir-faire opérationnel qui est là, ça serait bien de faire quelque chose avec ça. On a dit oui, allez, on y va, il y a quelque chose à faire. Et l'incubateur était là pour nous accueillir justement. Et ça a été la première marche, le pied à l'étrier pour rentrer dans le monde entrepreneurial. On a une bourse d'incubation. On a un comité de sélection des projets en amont quand même pour faire rentrer des projets qui sont valables avec quand même un savoir-faire universitaire. Il faut qu'il y ait un savoir-faire universitaire derrière pour rentrer dans l'incubateur. Et on a 1 an de bourse d'incubation, ce qui dans notre cas est très pratique parce que nous on travaille à 80% avec du public, avec des cycles de décision qui sont relativement longs et avoir des contrats tout de suite en montant l'entreprise, ce n'est pas possible. Alors on a un avantage, c'est qu'on avait une technologie qui était opérationnelle déjà, on pouvait commencer à travailler. Par contre la phase commerciale est très longue quand on travaille avec le public. On va bosser surtout sur les pesticides, mais aussi des résidus pharmaceutiques, des hormones et ce genre de choses. On trouve tout ça dans l'eau de nos rivières ? On trouve que ce qu'on cherche. On pourrait trouver encore plus, mais on ne cherche pas tout, on ne peut pas tout chercher. Donc ici, on est vraiment ciblé. Par exemple, sur une séquence d'analyse, on peut voir Dans ce flacon, donc, on récupère ce qui a été dans nos échantillonneurs passifs. Ça va passer en analyse sur cette machine et derrière on va obtenir tous ces résultats avec pas mal de graphiques comme ça qu'il va falloir interpréter derrière. Ici par exemple on est sur une étude de suivi des pesticides à l'échelle d'une agglomération, donc on a 25 points de suivi tout autour d'une agglomération et on va regarder tout ce qui va être pesticides et pharmaceutiques pour que eux sectorisent bien en fait leurs intrants en pollution. Si on veut étudier une station par exemple, on va prendre un point avant et un point après. Et si on veut sectoriser par contre tous les petits cours d'eau, les ruisseaux qui vont contribuer à une agglomération, là on commence à être sur des échelles de 10, 15, 25 points. Le logiciel lui va retraiter en fait les résultats de la machine. Par contre derrière il y a de l'interprétation qui elle est très importante. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps et c'est ce qu'on ne se rend pas compte. Nous on n'est pas un simple labo d'analyse où on vous donne un fichier avec des résultats et débrouillez-vous. Derrière, on va aussi remettre tout ça en contexte avec le bassin versant, c'est-à-dire qu'on va regarder les industries, l'agriculture et tout ce qui se passe sur le secteur pour essayer de faire parler ces résultats. Donc la valeur ajoutée en fait d'Ecométrique, c'est à la fois le volet échantillonnage passif et du coup stratégie d'études à mettre en place et derrière aussi toute l'interprétation de la donnée qu'on fournit. Et c'est bien là le plus produit d'Ecométrique par rapport à un simple laboratoire d'analyse. La méthode repose sur une dizaine d'années de recherche publique. On a plusieurs types d'échantillonneurs. On a ceux-là par exemple pour les métaux, d'autres qui vont être utilisés pour tout ce qui va être HAP, on parle beaucoup des HAP, ou encore des échantillonneurs comme ceux-là, qui sont utilisés, eux, pour tout ce qui va être molécules organiques, pesticides, résidus pharmaceutiques et ce genre de choses. Par exemple, ici, c'est des blancs qu'on a exposés, des blancs de contrôle, pour vérifier qu'on n'a pas de contamination dans nos échantillonneurs. Nous, on va démonter ces échantillonneurs. Il y a une poudre, en fait, à l'intérieur, et cette poudre, on va la faire passer dans des solvants. Les solvants vont décrocher les micropolluants qui sont accrochés à la poudre, et derrière, on va passer en analyse derrière. Et donc tout le savoir-faire, il est à la fois dans la conception des échantillonneurs, mais aussi dans tous les protocoles qu'on met en place derrière pour avoir des résultats fiables. Nous, on a créé l'entreprise pour gérer tout le volet opérationnel du déploiement de ces échantillonneurs qui sont rentrés dans les laboratoires de recherche il y a à peu près une quinzaine d'années et développés. Et ici, au laboratoire de Lim, il y a eu à peu près une dizaine d'années de recherche avant d'avoir quelque chose d'opérationnel qu'on puisse déployer en fait en étant certain des résultats qu'on va rendre derrière. Il faut toujours être à la pointe de l'innovation et avoir des liens, des projets communs avec l'université, c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, on cofinance un post-doctorat avec l'université pour travailler sur tout ce qu'on appelle l'analyse non ciblée. C'est-à-dire qu'on va regarder toutes les molécules et pas juste ce qu'on cherche.
clients, ça peut être des agglomérations, on travaille avec des agglomérations, ça peut être des gros du domaine de l'eau, comme par exemple Suez, on travaille avec Suez, ça peut être aussi d'autres universitaires. Là, on est en pourparlers pour aller travailler avec le CNRS en Martinique notamment, on travaille avec le département des Landes, c'est ce genre d'organisme public. Et on travaille aussi avec le privé, on fait de la sous-traitance sur certains bureaux d'études par exemple. Mais c'est beaucoup de public. La différence qu'on a avec un labo d'analyse, c'est que derrière, on interprète toutes les données par rapport au territoire. Et du coup, les clients peuvent s'en servir pour orienter leur stratégie future, que ce soit l'alimentation en eau potable, ou ce soit de décider, tiens, je vais installer un pilote de traitement de pharmaceutique sur cette station parce qu'on voit que ça pollue quand même énormément. Donc voilà, c'est vraiment pour orienter les politiques publiques derrière. Aujourd'hui, on est 3, donc on est 2 à gérer le volet études terrain. On a quelqu'un qui fait de l'analyse de données aussi, justement, pour avoir des résultats interprétés, c'est ce que je disais. Et l'objectif, c'est de recruter un technicien à la fin de l'année et d'ici 1 an, un docteur. Donc on devrait être 5 d'ici 2 ans. C'est super favorable à Limoges parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un des pôles de compétitivité de l'eau en France. On a la plus grosse filière de formation de l'eau à l'université de Limoges, avec l'école d'ingénieurs, la fac de sciences, il y a énormément de choses, l'Office international de l'eau. Il y a beaucoup d'entreprises du domaine, donc il y a une effervescence sur toutes les entreprises de l'eau à Limoges. Habituellement, tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Habituellement. C'était une première. J'y suis allée pour une bonne raison. C'est qu'il y a une réelle volonté au sein de la communauté d'aller davantage sur l'international, que davantage de start-up puissent se positionner. Mais pour savoir si elles peuvent se positionner, il faut savoir comment ça se passe. Donc l'objectif était vraiment de rejoindre cette délégation de la Nouvelle-Aquitaine pour m'imprégner du CES et puis par ailleurs voir quelles étaient les dernières tendances, les nouvelles innovations pour ramener tout ça dans mes bagages. Il y a une délégation collective donc, impulsée par la région de Nouvelle-Aquitaine. Cette année, il y a eu 22 entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui ont pu être dans cette délégation. 13 entreprises exposantes et 9 entreprises qui étaient visiteurs. Et jouer collectif, c'est vraiment, on se rend compte que c'est primordial, que ça a vraiment un réel intérêt et que c'est hyper stimulant tout au long de ce salon. Jouer collectif et profiter de l'expérience des anciens, c'est ce que l'on peut appeler le mentorat. Et Fred Sudreau sait de quoi il parle au bout de 10 visites au CES. Le rôle du mentor, c'est simple, c'est de faire partager les expériences qu'il a vécues précédemment à ceux qui risquent de les vivre un jour et qui se retrouvent en questionnement. On accompagne une entreprise quand on est membre de la French Tech, assez naturellement, quand quelqu'un vient vous voir et vous dire, voilà, moi j'ai telle problématique sur mon modèle économique, sur un problème technique, sur un problème de représentation, de création de valeur, de prix même de mon produit, de marché. Et nous, avec les expériences qu'on aura pu vivre, on va pouvoir partager ce que l'on a déjà vécu pour leur permettre de gagner du temps quand ils vont se retrouver face à la problématique. Il va rester que, effectivement, il y a des innovations, il y a des technologies qu'on a pu remarquer à cette occasion qui peuvent être comparables à des solutions techno qu'on peut trouver en Limousin. Donc l'idée, c'est aussi d'aider les entreprises pour leur positionnement, parce qu'il n'y a pas que le CES. La région Nouvelle-Aquitaine accompagne des entreprises sur différents salons. Alors, sur des salons tech, il y a le Slush à Helsinki, le Web Summit à Lisbonne, le CES à Las Vegas et plein d'autres. Et l'idée, c'est de voir en fonction de son activité, de son secteur et de son état d'avancement, sur quel salon est-il plus pertinent de se positionner. Mentor, certes, mais l'entrepreneur demeure. Maïdis, l'application aidant l'apprentissage de la lecture, a été distinguée lors du CES. Pas nombreux sur le secteur aujourd'hui, je dirais même qu'on est certainement la boîte en pointe sur le sujet. Il faut qu'on en profite, il faut aller vite. D'où l'obligation d'aller à l'international, présenter cette innovation-là, et avoir les premiers succès que l'on a, comme signer l'ensemble des écoles de la ville de New York par exemple, et celles qui sont en devenir, qui devraient nous permettre de légitimer ce produit sur le marché nord-américain. Biopitos, on fabrique et on commercialise des contenants céramiques
donc comme ceux qui sont ici, qui sont destinés essentiellement au secteur du vin pour l'élevage, donc une alternative au classique fût de chêne et cuve inox que les viticulteurs ont l'habitude d'utiliser. Le produit, il a deux intérêts principaux. Le premier, c'est la neutralité gustative, contrairement justement au bois qui lui va apporter des arômes, des tanins. Là, on va être sur des vins beaucoup plus frais, beaucoup plus fruités. Et le produit reste très légèrement poreux, ce qui permet une oxygénation du vin et donc au vin de libérer ses arômes dans le temps. On s'est aidé de l'incubateur d'une part pour la création et puis les premiers développements techniques et puis pour avoir un premier support pour le démarrage de l'activité. Et puis après le financement, il y a la région et puis BPI France qui nous ont beaucoup aidés pour le démarrage de l'activité. On a deux gammes de produits, une gamme œuf et puis une gamme jarre comme celle qui est ici. Celle-ci a fait 1000 litres, donc c'est le dernier modèle qu'on est en train de développer, la plus grosse capacité actuellement qu'on réalise. On part d'un moule qui est en plâtre, qui va nous servir en fait à mettre en forme la pièce, donc dans ce cas une jarre. On va démouler petit à petit la pièce et au fur et à mesure qu'on va démouler, la pièce va sécher. Et puis une fois que la pièce sera sèche, on va pouvoir la passer au four en cuisson. Donc le principe est relativement simple et classique pour toutes les pièces. La difficulté ici réside dans la taille du produit. Sur notre produit, on est à un peu plus de 7% de retrait. Donc la pièce finalement, quand on la fabrique, est 7% plus grande que ce qu'elle ne sera à la fin. L'humidité augmente et la température aussi augmente. Donc ça, je ne sais pas le dire. Le coût de production, ça représente un peu plus de 30% du coût de revient du produit. On a été finalement assez peu impacté par ces hausses énergétiques, puisque sur notre ancien local, on était au propane, qui a assez peu augmenté d'un point de vue tarifaire. Et donc on a fait le choix sur ce nouveau bâtiment de rester au propane pour avoir une stabilité au niveau du prix. Sur la partie France, on commercialise tout en direct. Donc ça se fait par du démarchage via notre équipe de commerciaux. Et sur la partie export, que ce soit la partie limitrophe ou même sur le grand export aux États-Unis, on est passé par l'intermédiaire de distributeurs qui nous permet d'avoir un relais sur ces pays. Les viticulteurs, ils sont plus en recherche de compétences et de savoir-faire sur la partie céramique, puisque c'est un produit qu'ils ne connaissent pas ou pas très bien. On est présent sur toutes les régions viticoles françaises, globalement toute la France, sauf la Bretagne et le Nord. Et puis maintenant un petit peu à l'export aussi, sur Suisse, Royaume-Uni ou les États-Unis sur le grand export. Et un petit peu effectivement les spiritueux ou les huiles. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.